Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, toujours dans le cadre de renforcer vos acquis au niveau de la matière de l'économie générale et statistique, aujourd'hui, on va essayer de travailler sur une nouvelle séquence qui concerne la politique budgétaire. Donc, cette séquence qui concerne votre programme de deuxième année de baccalauréat en sciences économiques et gestion, et qui concerne précisément la deuxième partie, l'intervention de l'État, le deuxième chapitre, les instruments de l'intervention de l'État. Donc on va commencer par le plan. Donc on a deux parties. La première partie, donc on va voir le budget de l'État dans deux points. La première concerne, donc le premier point concerne la composition du budget de l'État. Et le deuxième point concerne les soldes budgétaires. Dans la deuxième partie, donc on va traiter la régulation par le budget. Et on va distinguer entre la politique budgétaire de relance et la politique budgétaire de rigueur. Donc, on va commencer par la définition de budget de l'État. Donc, le budget de l'État ou bien la loi de finances est un document comptable par lequel sont privées et autorisées les recettes et les dépenses de l'État pour une année budgétaire. Donc c'est un document qui décret et qui autorise, et donc ce sont des prévisions et qui donnent l'autorisation pour les recettes et les dépenses de l'État concernant une année civile ou bien une année budgétaire. Donc la composition du budget de l'État, donc on sait que le budget de l'État il est composé de trois types de budget, bien trois types de comptes. Il y a le budget général qui englobe les recettes et les dépenses de l'État pour une année civile. Et donc on va voir quelles sont les recettes et quelles sont les dépenses de l'État ou bien du budget général. Le deuxième compte concerne les services de l'État gérés de manière autonome, ou bien ce qu'on appelle Sigma. Donc ce sont des services dont les dépenses sont couvertes par des ressources propres. C'est-à-dire tout simplement, ce sont des administrations publiques où les ressources couvrent ces dépenses, par exemple les centres régionaux d'investissement. Et troisième composition concerne les comptes spéciaux de trésor, ou bien ce qu'on appelle CST. Donc ce sont des comptes qui affectent des ressources à des dépenses spécifiques. Donc par rapport au budget général où les recettes sont affectées à des dépenses générales, les comptes spéciaux de trésor, il y a des recettes qui sont affectées spécifiquement à certaines dépenses. Par exemple, le Fonds national de la protection des forêts ou bien le fonds qui concerne la réforme du secteur agricole. Concernant le budget général, le budget général il est composé des recettes et des dépenses. Pour les recettes, on distingue entre les recettes ordinaires et les recettes extraordinaires ou bien exceptionnelles. Concernant les recettes ordinaires, ils regroupent les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Par exemple, les recettes fiscales, on trouve par exemple les impôts directs, par exemple l'impôt sur les sociétés ou bien l'impôt sur le revenu, et les impôts indirects, par exemple la taxe sur la valeur ajoutée ou bien les droits de douane et les droits d'enregistrement et de timbre. Les recettes non fiscales, par exemple les recettes de l'État ou bien ce qu'on appelle le monopole de l'État ou bien le domaine ou bien les recettes du domaine de l'État ou bien les recettes, les produits de cession de participation de l'État ou bien ce qu'on appelle les recettes de privatisation. C'est-à-dire lorsque l'État tout simplement fait la cession des établissements ou bien des sociétés publiques. Les recettes extraordinaires ou bien exceptionnelles, par exemple, on trouve les recettes d'emprunt à moyen et long terme. Concernant les dépenses, elles sont aussi regroupées en deux types. Il y a les dépenses ordinaires et les dépenses extraordinaires. Les dépenses ordinaires, on trouve par exemple les dépenses de fonctionnement qui concernent par exemple le personnel de l'État, donc les salaires ou bien les traitements des fonctionnaires, les dépenses de matériel par exemple. Donc il y a aussi les dépenses en intérêts et commissions de la dette publique qui concernent les dépenses ordinaires, donc les dépenses en intérêts et commissions de la dette publique. Concernant les dépenses extraordinaires ou bien exceptionnelles, il y a par exemple les dépenses d'investissement public ou bien l'amortissement ou bien les dépenses ou bien, qui concernent le paiement des dettes
les dettes publiques, ce qu'on appelle l'amortissement de la dette publique à moyen et long terme. Ça pour le budget général. Les soldes budgétaires, donc. Donc on va voir comment on va calculer et lire donc, les soldes budgétaires. Donc il y a plusieurs soldes. On va commencer par le premier solde, le solde ordinaire. Donc le solde ordinaire, donc, il est calculé par la formule suivante, c'est la différence, c'est égal donc la différence entre les recettes ordinaires et les dépenses ordinaires. Donc, concernant la lecture, donc, si le solde ordinaire il est positif, c'est-à-dire il est supérieur à 0, on parle d'un excédent ordinaire ou bien d'une épargne publique. Dans le cas inverse, si le solde ordinaire il est inférieur à 0, donc il est négatif, dans ce cas, on parle d'une désépargne publique. Le deuxième solde concerne le solde de budget général. Solde de budget général hors le produit d'emprunt et hors amortissement de la dette publique. Donc, c'est HEA, c'est-à-dire hors les recettes d'emprunt et hors amortissement de la dette publique. Donc, la formule de calcul donc, est égale le solde ordinaire moins les dépenses d'investissement. Et pour la lecture, donc, si le solde budget général est supérieur à 0, on parle d'un excédent de budget général. Et s'il est inférieur à 0, on parle d'un déficit de budget général. Troisième solde s'appelle donc le solde du budget de l'État. Solde du budget de l'État hors les produits d'emprunt et hors amortissement de la dette publique. Donc la formule, c'est le total de solde de budget général hors emprunt, le recette d'emprunt et hors amortissement de la dette publique, plus la somme ou bien solde de sigma et plus solde des comptes spéciaux de trésor. Avec le solde sigma ou bien le solde de comptes spéciaux de trésor, et c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Donc par exemple, le solde sigma est égal les recettes du sigma moins les dépenses du sigma. Et le solde de comptes spéciaux de trésor, la même chose, donc les recettes des comptes spéciaux de trésor moins les dépenses des comptes spéciaux de trésor. Donc pour calculer donc, le solde de budget de l'État, donc on va faire la somme de ces trois soldes. Donc la lecture, donc si le solde du budget de l'État il est positif, on parle d'un excédent du budget de l'État. S'il est négatif, on parle d'un déficit du budget de l'État. Le quatrième solde, c'est la capacité ou bien le besoin brut de financement du budget de l'État. Capacité ou bien besoin donc, de brut de financement du budget de l'État. Donc la formule de calcul donc, est égale le solde de budget de l'État, le budget de l'État, hors emprunt, hors produit d'emprunt et hors amortissement de la dette publique, moins l'amortissement de la dette publique. Donc on va retrancher le principal de la dette publique ou bien l'amortissement de la dette publique. Concernant la lecture, donc on distingue entre deux cas. Si le solde il est supérieur à 0, c'est-à-dire si la capacité ou bien besoin brut dépasse 0, donc on parle d'une capacité brute de financement, de budget de l'État. S'il est inférieur à 0, donc on parle d'un besoin brut de financement de budget de l'État. Tout simplement, donc s'il est positif, on parle d'une capacité de financement. S'il est négatif, donc on parle d'un besoin ou bien un déficit, tout simplement, pour le budget de l'État. Le dernier solde, c'est la capacité ou bien un besoin résiduel de financement du budget de l'État. C'est-à-dire, donc on va ajouter les recettes d'emprunt et on va voir est-ce que l'État possède, donc tout simplement, il a une capacité de financement ou bien il a un besoin de financement. Donc la formule, c'est la capacité ou bien un besoin brut de financement du budget de l'État plus les recettes d'emprunt. Donc, s'il est positif, c'est-à-dire supérieur à 0, donc on parle d'une capacité résiduelle de financement. S'il est négatif, on parle d'un besoin résiduel de financement du budget de l'État. Donc ça, donc, tout simplement comme un rappel pour le calcul qui concerne donc, le calcul des soldes budgétaires. Maintenant, donc, on va travailler un exercice d'application. Donc voilà, donc, on a les ressources et les charges de l'État pour concernant la loi de finances 2020. Donc, les recettes, on a les recettes ordinaires, les dépenses ordinaires. Donc, on va voir comment on va calculer et lire donc les soldes budgétaires, comment calculer le solde ordinaire, le solde de budget général hors produit d'emprunt et hors amortissement de la dette, les soldes sigma, donc de sigma on est égal à 0, c'est-à-dire donc tout simplement le recette des sigma est égal les dépenses de sigma, les soldes de comptes spéciaux de trésor, donc on a 234 millions,
Donc on va voir comment on va calculer le solde du budget de l'État et capacité ou bien besoin brut et capacité ou bien besoin résiduel de financement du budget de l'État. Donc le travail à faire, donc calculer et liser les soldes budgétaires. Donc on va commencer par le premier solde, c'est-à-dire le solde ordinaire. Donc les données, donc on a les recettes fiscales et les recettes non fiscales, c'est-à-dire tout simplement on va faire la somme des recettes fiscales et non fiscales pour calculer les recettes ordinaires du budget général. Donc le total, donc on va donner donc 257 043 millions de dirhams. Pour les dépenses ordinaires, la même chose. Donc on va faire la somme des dépenses de fonctionnement et les dépenses en intérêt et aux commissions de la dette publique. Donc total c'est 250 608. Donc, le solde ordinaire, c'est tout simplement la différence entre les recettes ordinaires et les dépenses ordinaires, ou bien, donc la formule ici, donc c'est 1 moins 2. Donc, on va appliquer la formule. Donc, recettes ordinaires moins dépenses ordinaires, c'est-à-dire 257 043 moins 250 608. Donc, on va donner un résultat de 6 435 millions. Donc, ça, c'est donc pour le calcul. Donc, la lecture, on peut dire au Maroc en 2020, le solde ordinaire prévu, parce que ce sont des prévisions, c'est la loi de finances 2020, ce sont des prévisions, donc le solde ordinaire prévu serait excédentaire de 6 435 millions de dirhams. Ou bien, on peut dire aussi qu'au Maroc en 2020, l'épargne publique prévue s'élèvera à 6 435 millions de dirhams. Ça, c'est la deuxième lecture. Ou bien, une troisième lecture, on peut dire qu'au Maroc en 2020, les recettes ordinaires dépasseront les dépenses ordinaires d'un montant de 6 435 millions de dirhams. Ça, donc, pour le premier solde, le solde ordinaire, donc on a vu comment on a calculé et lire ce solde. Le deuxième solde, c'est le solde du budget général. Solde du budget général hors produit d'emprunt et hors amortissement de la dette publique. Donc, la formule, c'est le solde ordinaire moins les dépenses d'investissement. On a le solde ordinaire, on a déjà calculé, 6 435. Les dépenses d'investissement du budget général, c'est 78 210. Donc, on va appliquer la formule tout simplement pour calculer le solde du budget général. Donc, la formule, c'est le solde ordinaire moins dépenses d'investissement. Donc, pour appliquer la formule, 6 435 moins 78 210. Donc, on va donner un résultat de moins 71 775 millions de dirhams. Au niveau de la lecture, donc on peut dire qu'au Maroc, en 2020, le solde du budget général hors produit d'emprunt et hors amortissement de la dette publique prévu serait déficitaire de 71 775 millions de dirhams. Le troisième solde, c'est le solde du budget de l'État. Donc le budget de l'État, on sait que donc, le budget de l'État, il comporte le budget général, sigma et le compte spéciaux de trésor. Et donc pour calculer le solde du budget de l'État, on va faire tout simplement la somme de ces trois soldes. Donc on a déjà calculé le solde du budget général, c'est moins 71 775. Solde sigma est donné, donc il est égal à 0. Solde des comptes spéciaux de trésor est égal à 234 millions. Donc on va faire la somme de ces trois soldes pour calculer le solde du budget de l'État. Voilà donc la formule. Donc application, donc moins 71 775 plus 0, c'est le solde sigma, plus 234, c'est le solde de comptes spéciaux de trésor. Ou bien le compte... Oui, le compte spéciaux de trésor. Donc le résultat va donner moins 71 541 millions de dirhams. Donc au niveau de la lecture, donc on peut dire qu'au Maroc, en 2020, le solde de budget de l'État, hors produit d'emprunt et hors amortissement de la dette, c'est-à-dire on n'a pas encore ajouté les recettes d'emprunt et on n'a pas encore retranché l'amortissement de la dette, donc le solde de budget de l'État, hors produit d'emprunt et hors amortissement de la dette publique, prévu, serait déficitaire de 71 541 millions de dirhams. On passe maintenant au quatrième solde, la capacité ou besoin brut de financement. Donc, la formule, c'est tout simplement le solde de budget de l'État. Donc, on va retrancher l'amortissement de la dette publique. Donc, on a déjà le solde de budget de l'État, moins 71 541. Donc, l'amortissement de la dette publique, c'est 67 512. Donc, on va appliquer la formule pour calculer soit capacité ou bien besoin brut de financement. Donc, l'application de la formule,
Donc moins 71 541, moins 67 512. Donc on va donner un résultat de moins 139 053 millions de dirhams. Donc puisqu'il est négatif, donc on va parler d'un besoin et non pas d'une capacité, parce qu'il est inférieur à 0, c'est un déficit ou bien c'est un besoin de financement. Donc on peut dire qu'au Maroc, en 2020, le besoin brut de financement du budget de l'État prévu s'élèvera à 139 053 000 millions de dirhams. Le dernier solde concerne donc la capacité aux besoins résiduels de financement. Donc, c'est-à-dire tout simplement, on a calculé le solde du budget de l'État. Ensuite, on a éliminé l'amortissement de la dette publique. Maintenant, donc, on va ajouter les recettes d'emprunt et on va voir est-ce qu'on va dégager une capacité ou bien un besoin résiduel de financement. Donc, on a déjà la capacité du bien besoin brut de financement, moins 139 053. Les recettes d'emprunt à moyen et à long terme s'élèvent à 97 200. Donc, on va faire la somme pour calculer le dernier solde, la capacité ou bien besoin résiduel de financement. Donc, on va appliquer la formule. Donc, moins 139 053 plus les recettes d'emprunt 97 200. Donc, dans un résultat de moins 41 853. Donc, au niveau de la lecture, donc on peut dire qu'au Maroc, en 2020, donc on a un besoin résiduel de financement, c'est-à-dire malgré qu'on a ajouté les recettes d'emprunt, il reste en cours un besoin de financement pour le budget de l'État. Donc, le besoin résiduel de financement du budget de l'État prévu s'élèvera à 41 853 millions de dirhams. Ça donc concerne la première partie. Donc on a fait un petit rappel concernant donc la composition du budget de l'État. On a travaillé un exercice sur le solde budgétaire. Maintenant, donc, on va passer à la deuxième partie qui concerne la régulation par le budget. Mais avant, on va commencer par une petite définition de la politique économique. Donc la politique économique, c'est un ensemble d'actions cohérentes prises par l'État afin d'atteindre certains objectifs, tels que la croissance économique, le plein emploi, la stabilité des prix ou bien les équilibres externes. Donc c'est tout simplement sur l'ensemble des actions ou bien des décisions prises par les autorités économiques pour atteindre certains objectifs économiques et sociaux. Donc les 4 objectifs ici, donc ce qu'on appelle les objectifs de la politique économique, et qui sont résumés par Karl Dor dans un carré magique qui s'appelle carré magique de Nicolas Karl Dor, donc concerne donc les 4 objectifs de l'État. La croissance économique, c'est-à-dire l'amélioration ou bien l'augmentation de la richesse nationale, la stabilité des prix ou bien la lutte contre l'inflation, le plein emploi ou bien la lutte contre le chômage et l'équilibre extérieur ou bien tout simplement l'amélioration des échanges extérieurs. Donc au niveau de la politique économique, donc on distingue deux types de politique économique, la politique conjoncturelle et la politique structurelle. Donc la différence, c'est tout simplement la politique conjoncturelle, dont au niveau de l'horizon bien de l'OTAN, concerne le court terme, et la politique structurelle concerne le long terme. Donc le court terme, généralement moins d'un an, le long terme, plus d'un an, bien il dépasse même 5 ans. Les objectifs. Donc les objectifs de la politique conjoncturelle, c'est la correction des déséquilibres sur les marchés, ou bien tout simplement les dysfonctionnements sur le marché, soit le marché de biens et services, c'est-à-dire l'inflation, ou bien le marché du travail, c'est-à-dire le chômage. La politique structurelle, elle a comme objectif la modification des structures économiques, l'amélioration du niveau de vie de la population et la modification, la correction, ou bien la modification des structures économiques. Les effets de la politique conjoncturelle, ce sont des effets quantitatifs, c'est-à-dire mesurable, la diminution du taux de chômage, la diminution du taux d'inflation, l'augmentation de la croissance économique, etc. Par contre, la politique structurelle a des effets qualitatifs qui concernent tout simplement des effets qui sont non mesurables. L'amélioration de la santé, l'amélioration par exemple du niveau de vie de la population, etc. Des exemples, au niveau de la politique conjoncturelle, exemple, la politique monétaire ou bien la politique budgétaire. Pour la politique structurelle, comme exemple, il y a la politique agricole et la politique industrielle.
Notre séquence concerne donc la politique budgétaire, donc c'est une politique économique, tout simplement. Donc on va voir comment l'État, tout simplement, utilise son budget pour faire la régulation on parle de la régulation par le budget ou bien pour faire la régulation de l'économie. Donc la politique budgétaire est une politique économique qui consiste à utiliser le budget de l'État pour atteindre certains objectifs économiques et sociaux. Donc, c'est par exemple, on dit que la politique budgétaire et la politique monétaire, ce sont des politiques conjoncturelles, ce sont des politiques économiques. Si la politique monétaire, par exemple, émane des autorités monétaires, précisément donc Banque du Maghreb ou bien la Banque centrale, la politique budgétaire, donc, c'est une politique économique, émane de gouvernement ou bien précisément donc le ministère des Finances, donc, qui consiste à utiliser le budget de l'État, les recettes et les dépenses de l'État pour atteindre certains objectifs économiques et sociaux, c'est-à-dire pour soit stimuler la croissance économique, soit lutter contre l'inflation ou bien lutter contre le chômage. Donc on distingue entre deux politiques budgétaires, la politique budgétaire de relance et la politique budgétaire de rigueur. On appelle aussi donc politique budgétaire de relance ou bien politique GEO qui consiste à stimuler ou bien à tout simplement relancer la croissance économique. Le contexte économique. Donc cette politique, il est appliquée lorsqu'il y a une situation de récession économique marquée par une croissance faible ou bien un taux de chômage élevé. Qu'est-ce qu'elle cherche? Donc, elle cherche à relancer l'économie et atteindre le plein emploi et lutter contre le chômage. Ça, c'est les objectifs. Les actions ou bien les instruments utilisés, c'est le budget de l'État. Au niveau des recettes, donc, pour relancer la croissance économique et pour lutter contre le chômage, donc l'État va chercher à diminuer les recettes, précisément les recettes fiscales, diminuer les recettes fiscales, diminuer les impôts pour encourager les entreprises tout simplement de faire des investissements et, pour tout simplement embaucher, créer des postes de travail et lutter contre le chômage et réaliser la croissance économique. Ou bien, pour les dépenses, augmentation des dépenses, c'est précisément les dépenses d'investissement. L'État donc va faire des investissements publics pour créer des postes de travail et pour relancer la croissance économique. Les conséquences de cette politique, la hausse de la demande globale, donc c'est l'augmentation de la demande globale, de la richesse, la création de postes de travail et la baisse de chômage, par conséquent donc la diminution du taux de chômage. Mais il a des limites, par exemple, la première limite donc, concerne le risque d'inflation. Parce qu'il y a une augmentation de la demande globale, il peut entraîner l'augmentation des prix. Donc, il y a un risque d'inflation. Il y a un risque effet d'éviction. Si, par exemple, l'État cherche à financer son budget par des emprunts, surtout les emprunts, donc on dit les emprunts internes et externes, s'il finance son budget par des emprunts internes, il risque de simplement d'évincer le secteur public des emprunts. Et par conséquent, tout simplement, c'est l'État qui va faire des investissements et tout simplement éliminer ou bien évincer le secteur public et les secteurs privés, les entreprises privées de ces ressources de financement. Troisième limite concerne l'effet boule de neige, ça concerne donc les emprunts externes, tout simplement l'accumulation de l'endettement, tout simplement comme un boule de neige, c'est-à-dire tout simplement l'augmentation et l'accumulation de l'endettement par le temps. Et enfin, quatrième limite, c'est la contrainte extérieure. C'est tout simplement parce que l'État qui cherche à stimuler la croissance et à augmenter la demande globale, et par conséquent, il se peut qu'il y ait une augmentation des importations par rapport aux exportations, ce qui entraîne un déséquilibre ou bien un déficit au niveau de la balance des transactions courantes, ce qu'on appelle donc la contrainte extérieure. Ça pour la politique budgétaire de relance. La politique budgétaire de rigueur. Donc, ce qu'on appelle donc politique budgétaire de rigueur, ou bien d'austérité, ou bien de politique stop, tout simplement. Le contexte économique, donc, il est appliqué lorsqu'il y a une situation de surchauffe marquée par une inflation élevée, une inflation très importante, et un déficit extérieur et budgétaire très important. Ça, c'est le contexte économique. Qu'est-ce qu'elle cherche? Donc, l'objectif de cette politique, elle cherche à réduire le déficit budgétaire, cherche aussi à la stabilité des prix, donc lutter contre l'inflation, et cherche à rétablir l'équilibre extérieur ou bien maintenir l'équilibre au niveau de la balance des transactions courantes. Les actions ou bien les instruments, soit augmentation des recettes,
surtout les recettes fiscales, c'est-à-dire tout simplement il faut augmenter les impôts, tout simplement, ce qui entraîne donc l'augmentation des impôts, ce qui entraîne l'augmentation de recettes fiscales pour tout simplement diminuer donc le déficit budgétaire, ou bien deuxième action, la diminution des dépenses d'investissement. Donc l'État va diminuer les dépenses d'investissement pour aussi diminuer le déficit budgétaire et pour ralentir la croissance économique et diminuer l'inflation. Les conséquences. La baisse de la demande globale, c'est normal, donc il n'y a pas des investissements, il n'y a pas donc des motivations aussi au secteur privé pour faire des investissements parce qu'il y a augmentation des impôts. Donc, ce qui entraîne donc la baisse de la demande globale. L'équilibre extérieur, c'est-à-dire tout simplement donc l'État cherche donc de diminuer les importations et pour rétablir donc l'équilibre extérieur. L'excédent budgétaire parce qu'il y a augmentation des recettes et une diminution des dépenses qui entraîne tout simplement soit un équilibre au niveau du budget ou bien un excédent budgétaire et la maîtrise de l'inflation parce que l'État donc il a diminué la demande globale et par conséquent donc les prix vont diminuer. Mais il y a des limites. Donc première limite concerne le risque de chômage. Donc il se peut que parce que tout simplement la demande globale diminue. Donc il n'y a pas de création de postes de travail, il n'y a pas des investissements et par conséquent, donc, il y a une augmentation dans le taux de chômage. Deuxième limite, la pression fiscale, parce que tout simplement, il y a augmentation de recettes fiscales, c'est normal, donc c'est qu'il y a augmentation aussi de la pression fiscale. Ralentissement de la croissance économique, parce que tout simplement, l'État ne cherche donc pas de stimuler la croissance économique. Donc, il a diminué les investissements, il y a une pression fiscale, c'est-à-dire tout simplement, il n'encourage pas donc, le secteur privé aussi de faire des investissements et par conséquent, on va voir un ralentissement de la croissance économique. Donc, on avait donc les deux types de politiques budgétaires de relance des rigueurs. Donc, pour terminer, donc, on va travailler un exercice sur la loi de finances 2017. Donc, on va voir donc, on a cet exercice, donc c'est un extrait de l'examen national, je pense, de l'année 2017. Donc, les principales mesures fiscales proposées dans le cadre des projets de la loi de finances 2017 visant à encourager l'investissement. Les sociétés industrielles nouvellement créées pourront être exonérées de l'impôt sur les sociétés, ou bien l'IS, pour une durée de 5 ans. Cette loi propose également d'exonérer des paiements de la TVA pendant 36 mois. Les opérateurs menent de nouveaux projets, à condition que ces projets fassent l'objet d'une convention d'investissement d'un montant minimum de 100 millions de dirhams. Par ailleurs, le projet de la loi de finances 2017, dans le projet de la loi de finances 2017, le gouvernement souhaite intensifier l'investissement public dont le montant programmé est de 190 milliards de dirhams, soit une augmentation de 0,5% par rapport à 2016, due essentiellement à la hausse des dépenses d'investissement des budgets généraux. Ensuite, on a des données, donc des données budgétaires qui concernent la loi de finances 2017 en millions de dirhams. On a les recettes ordinaires, 222 300, les recettes ordinaires. Ensuite, le solde ordinaire, 7 100. Les dépenses en intérêt et commission de la dette publique, 27 500. Les dépenses d'investissement, 300, ou bien 63 600. Et enfin, l'amortissement de la dette publique, 45 900. Le travail à faire, donc, on a 6 questions. La première question, donc, calculer les dépenses de fonctionnement. Deuxièmement, calculer et lire le solde budgétaire hors produit d'emprunt et hors amortissement de la dette publique. Troisième question, relever en illustrant deux actions de la politique budgétaire, une action par les recettes et une action par les dépenses. La quatrième question, montrer l'impact positif éventuel de l'action par les recettes sur la croissance économique. La cinquième question, qualifier en justifiant la nature de la politique budgétaire adoptée en 2017. Et enfin, déduire les limites de cette politique budgétaire. Voilà donc les questions. On va commencer par la première question, le calcul des dépenses de fonctionnement. Donc, pour calculer les dépenses de fonctionnement, on sait que, les dépenses de fonctionnement, c'est une partie des dépenses, ou bien c'est une partie des dépenses ordinaires. On a déjà le solde ordinaire, on a les recettes ordinaires, on a les dépenses en intérêt et commission, et par conséquent, les dépenses de fonctionnement, c'est la différence. Donc, c'est tout simplement les recettes ordinaires moins les dépenses en intérêt et commission moins le solde ordinaire. C'est-à-dire on va tout simplement, à partir de la formule de solde ordinaire, on va dégager les dépenses de fonctionnement. Donc, les recettes ordinaires, c'est 222 300.
Les dépenses non intéressées, 27 500 et on a le solde ordinaire, 7 100. Donc, on va appliquer la formule. Donc, le résultat, c'est 187 700 millions de dirhams. Ça, donc, c'est pour la première question, le calcul des dépenses de fonctionnement. La deuxième question, on cherche à calculer et lire le solde de budget général hors produit d'emprunt et hors amortissement de la dette. Donc, on a déjà la formule. Donc, solde de budget général, c'est le solde ordinaire moins les dépenses d'investissement. On a le solde ordinaire au niveau de données, c'est 7100. Les dépenses d'investissement, c'est 63 600. Donc, on va appliquer la formule. Donc, 7100 moins 63 600 est égal à moins 56 500. Donc, la lecture, donc on dit qu'au Maroc, en 2017, le solde de budget général hors produit d'emprunt et hors amortissement de la dette publique privée serait excédentaire de 56 500 millions de dirhams. La troisième question, on va essayer de dégager deux actions de la politique budgétaire. Une action par les recettes et une action par les dépenses. Donc, généralement, donc, comme on a vu, donc les actions de la politique budgétaire au niveau des recettes, donc l'État va chercher à diminuer les recettes, surtout les recettes fiscales, et à augmenter les dépenses d'investissement. Donc, au niveau donc, de document, donc, au niveau concernant l'action par les recettes, il y a l'exonération de l'IS pour les sociétés industrielles nouvellement créées pour un délai de 5 ans. Donc, l'exonération de l'IS, c'est une diminution de recettes fiscales. Au niveau des dépenses, il y a intensification de l'investissement public dont le montant programmé est de 190 milliards de dirhams, soit une augmentation de 0,5%. Donc, il y a augmentation des dépenses d'investissement. La quatrième question, donc, montrer l'impact positif éventuel de l'action par les recettes sur la croissance économique. Donc, l'action par les recettes, donc, il concerne la diminution de recettes fiscales. Quel est son impact éventuel sur la croissance économique? Donc, l'exonération de l'IS pour les sociétés industrielles nouvellement créées permet d'encourager la création des entreprises et d'améliorer leur autofinancement, ce qui stimulerait l'investissement privé et par conséquent la croissance économique. Donc, l'État cherche d'encourager les entreprises à réaliser des investissements ou même la création de nouvelles entreprises, ce qui va créer des postes de travail et par conséquent, tout simplement, donc stimuler la croissance économique et aussi améliorer la demande globale. La cinquième question, qualifier la nature de la politique budgétaire adoptée en 2017, c'est-à-dire est-ce que c'est une politique budgétaire de relance ou bien de rigueur. Donc, la politique budgétaire adoptée en 2017, c'est une politique budgétaire de relance. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle vise la stimulation de la croissance économique. Donc, on a vu qu'il y a des investissements publics, il y a des exonérations fiscales, etc. Donc, il vise la stimulation de la croissance économique et la création des postes de travail par l'encouragement des investissements d'une part et la diminution des recettes fiscales d'autre part. Donc, c'est une politique budgétaire de relance. La dernière question, déduire une limite. Donc, il y a plusieurs limites, mais on peut déduire une limite. Donc, c'est le risque d'inflation qui s'explique par la hausse éventuelle de la demande globale. Voilà donc, c'est la fin de cette séquence. Je souhaite que vous avez assimilé la politique budgétaire et à la prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.